demain, quels humains? Et c'est très important, cette question, peut-être vous êtes venu quand même parce que vous vous intéressez à cet avenir de l'humanité. Et parce que aussi, peut-être, vous voulez avoir un mot à dire en tant que citoyen sur cette évolution des sciences et des techniques qui sont quand même dans une course effrénée. Je suis tout d'abord très heureuse de recevoir Hervé Schneeweiss, en français, qui veut dire blanc comme neige en allemand. Il est neurobiologiste, neurologue, médecin à l'hôpital Salpêtrière. Il pratique toujours sa médecine et il est aussi directeur de recherche au CNRS et directeur de recherche, directeur de nombreuses équipes d'ailleurs, d'un labo qui s'appelle plasticité gliale. Bon, ça veut dire en fait la recherche sur les tumeurs du cerveau. Mais aussi rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle Médecine, Science, et où il fait des chroniques régulières sur la bioéthique justement. C'est un expert, il est du côté des experts, mais en fait, il plaide pour le débat citoyen, le débat des débats publics quant à ces questions assez épineuses, assez cruciales, qui sont les technologies et les sciences aujourd'hui. Et de leur convergence en plus, parce que les bio, les nano, les neurosciences, plus l'informatique, et j'en ai sûrement oublié, ça fait une convergence dont il parle très très bien dans ce livre « L'homme réparé ». Juste pour conclure encore cette introduction sur le bonheur et par les bio et neurosciences, finalement c'est un rêve très ancien qui remonte à l'Antiquité avec Aristote. Aristote a écrit sur un homme amélioré, augmenté, réparé, etc., de la vie éternelle, et puis c'est repris par les rêves de Faust qui vend son âme au diable pour avoir l'éternelle jeunesse et pour séduire Marguerite. Voilà, tout cela, est-ce qu'on doit rêver à ça? On peut rêver, mais où sont les limites de ce rêve? Pour débuter, commençons par ce terme du bonheur, qui effectivement est un principe général de l'humain, et un principe qui est non seulement aussi ancien, effectivement, que probablement l'humanité existe. Le désir minimal de tout être humain, c'est ne pas souffrir. Dans Aristote, c'est comme ça que ça commence. Et si les médecins existent, et j'en suis un, c'est bien parce que de tout temps, l'homme a cherché à ne pas souffrir, comme première demande. Et puis, comme autre demande, à comprendre pourquoi il était le seul à comprendre, pourquoi il vivait et pourquoi il était mortel. Et cette question fondamentale du bonheur, elle est aussi celle de toutes les sociétés démocratiques. Il était évoqué tout à l'heure le sous-titre de neurosciences et neuroéthique. J'ai pris des cerveaux libres et heureux parce que dans la Déclaration d'indépendance américaine, Thomas Jefferson inscrit que sa référence est à Dieu, a donné à l'homme un certain nombre de données fondamentales, parmi lesquelles la liberté, la dignité et la poursuite du bonheur. Au-delà de toute considération, cette notion du bonheur, elle est aussi notre quotidien, au sens où elle est l'emploi de beaucoup d'entre nous et la nécessité, et quand il n'y a pas de traitement aussi, le malheur de beaucoup d'entre nous ou de beaucoup de nos proches. L'hormone de croissance, elle est découverte par un Français, Roger Villemain, qui est immigré aux États-Unis, il est au SOLC, et puis Chally, un de ses collègues. Et pour arriver à quelques microgrammes d'hormones de croissance dans les années 60, fin des années 60, tournant des années 70, il faut écraser des hypophyses de moutons. Il va falloir 6 millions d'hypophyses de moutons pour arriver à avoir quelques microgrammes à la fois de l'hormone qui contrôle la thyroïde, la TSH, et de l'hormone de croissance. C'est magnifique parce qu'on découvre que c'est une hormone qui est très importante au cours du développement. Elle est
très exprimée et sécrétée par l'hypophyse. L'hypophyse, c'est une petite glande que vous avez derrière le nez, appendue au cerveau, et donc très importante au cours du développement, parce que c'est l'hormone, comme son nom l'indique, qui permet le développement des tissus, en particulier des os, mais aussi du tissu musculaire, tous les tissus musculaires, y compris le cœur, mais aussi des autres tissus, ce qui constitue la peau et tout ça. Eh bien, on arrive à soigner quelques enfants qui sont très petits à cause donc ce qu'on appelle le nanisme, et en particulier, il y a certains nanismes qui sont liés à une dégénérescence de l'hypophyse ou à une tumeur de l'hypophyse. Donc, chez ces enfants qui sont nains à cause du manque d'hormones de croissance, on va pouvoir arriver à leur apporter en substitution, un peu comme on apporte l'insuline à des diabétiques, on va pouvoir leur apporter cette hormone. Mais elle est extrêmement rare, elle est extrêmement chère. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir de 40 ans, on n'a plus d'hormones de croissance. Plus d'hormones de croissance parce que, voilà, nous sommes des adultes, nous n'avons plus besoin de grandir. Mais, avec l'idéologie du New Age qui s'est développée, en particulier à partir de la côte californienne, au fond, c'est les premiers avatars de ce transhumanisme dont on reparlera tout à l'heure avec l'hippocampe artificiel ou des choses comme ça, eh bien, si on en a pu à partir de 40 ans, et bizarrement, à partir de 20 ans, on commence à perdre quelques neurones, à partir de 40 ans, on commence à vieillir, eh bien, voilà, c'est qu'on manque d'hormones de croissance. La preuve, quand on est jeune, on en a, quand on est plus âgé, on n'en a pas. Donc, c'est l'hormone anti-âge par excellence. Et là, ça va être les gens qui veulent lutter contre l'âge, qui vont se mettre à se shooter avec différentes préparations d'hormones de croissance, avec des résultats qui sont plutôt des résultats inefficaces sur le vieillissement et dangereux sur la santé. Donc tout le monde se plaint de sa mémoire, on aimerait bien améliorer la mémoire. Mais la mémoire, ce n'est pas seulement du stockage. Ce n'est pas un disque dur, la mémoire. C'est là où le transhumanisme est une illusion. L'idée de stocker sur des disques durs sa mémoire est quelque chose de ridicule. On stocke des informations, mais la mémoire, vous le savez bien, c'est autre chose que des informations. La génétique. On a dit pendant longtemps que le ruban d'ADN qui porte notre information génétique, celui qui est dans nos cellules, dans nos noyaux, dans nos chromosomes, vous savez que dans chacune de vos cellules, et vous en avez des millions de milliards dans votre organisme, vous avez un ruban d'à peu près 1 mètre de longueur si on le dépliait. Alors il est nanoscopique, mais il fait quand même 1 mètre de long, et 3 milliards de lettres sur chaque brin. Eh bien, on a voulu voir dans ce ruban d'ADN le livre de la vie, c'est-à-dire au fond ce qui déterminerait ce que nous sommes. Et d'une certaine façon, si on a si peur aujourd'hui des données génétiques personnelles, et si on prend autant de précautions dans les lois de bioéthique, par exemple, pour protéger les données de la vie personnelle, c'est parce qu'on continue à adhérer à cette idée que notre identité, mais aussi notre destin, serait inscrit dans ce livre de la vie. Alors, est-ce que c'est vrai ? Vous savez bien que non. Finalement, plus on avance dans la génétique, plus on se rend compte que non. Plus on se rend compte que le génome, c'est quelque chose de dynamique. C'est dynamique, je viens de vous le dire, à cause de l'environnement. On sait que certains gènes s'expriment au moment du développement et certains gènes s'expriment plus tard, à l'adolescence ou à l'âge adulte. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a des marques qui sont mises sur l'ADN et qui vont éteindre ou allumer, et pour une longue durée, ces gènes. Ces gènes, ils ne sont pas accessibles tout le temps, ils sont enroulés autour de protéines qu'on appelle des histones, et c'est une sorte d'accordéon. Votre gène, quand il est au fond de l'accordéon, quand tout est replié, il est impossible de le faire s'exprimer. Pour qu'il s'exprime, il faut qu'il y ait un certain nombre de signaux qui viennent de l'environnement et qui vont ouvrir, en quelque sorte, le pli de l'accordéon et permettre au gène d'apparaître et éventuellement de pouvoir être exprimé. Et puis c'est pas fini, parce qu'on a découvert il y a seulement quelques années ce qu'on appelle l'extinction par micro-RNA. Ce sont des petites molécules qui viennent se coller sur
le gène qui vient d'être transcrit et qui l'éteignent immédiatement. On peut intercepter le signal, c'est pas parce que les choses sont parties qu'elles vont aller jusqu'à leur terme. Et puis on découvre aujourd'hui que même au niveau des protéines, on peut contrôler ou leur niveau d'expression ou leur temps de vie. Tout ça lié à des facteurs de l'environnement ou à court terme, pour s'adapter seconde après seconde à la vie dans laquelle nous sommes, une vie extrêmement difficile pour nos cellules. L'oxygène de l'air est un toxique particulièrement puissant pour nos cellules. C'est à la fois notre source d'énergie, c'est vital, mais en même temps, à cause de la réaction que fait cet oxygène avec les acides gras qui composent les membranes de nos cellules, ça fait des lames de rasoir qui n'arrêtent pas de casser notre ADN. Chaque seconde, vos cellules réparent 2 millions de cassures de l'ADN. Vous comptez sur le temps d'une vie combien de millions de milliards de cassures ont été réparées. C'est magique que nous ne fassions pas beaucoup plus de cancers ou beaucoup plus de maladies neurodégénératives. D'ailleurs, nous en faisons certainement beaucoup plus qu'on en diagnostique, mais certains n'évoluent pas. Vous avez dit qu'il y a différentes hormones de croissance, il y en a plusieurs. On parle aussi de l'hormone anti-âge. Est-ce que vous pouvez en citer quelques-unes ? L'hormone de croissance, il n'y en a qu'une. C'est l'hormone de croissance qui s'appelle GH, Growth Hormone en anglais. Il n'y en a qu'une. Par contre, il y a différentes hormones qui sont vendues comme anti-âge. Vous avez entendu parler de la DHEA, vous avez entendu parler de je ne sais quel, je suis sûr que si on fait un sondage, pour tous ceux qui lisent un certain nombre de, j'allais dire de façon un petit peu narquoise, de magazines féminins, mais maintenant les hommes sont tout aussi intéressés. Donc ces différentes crèmes qui sont vendues comme anti-âge. Et il n'y en a aucune qui est anti-âge. On peut reparler peut-être des processus de reprogrammation cellulaire, mais ça c'est de la recherche scientifique. Ce que font les crèmes anti-âge, c'est qu'elles décapent la peau pour faire apparaître des cellules qui sont... Le derme, c'est 7 à 10 épaisseurs de cellules, et donc les dernières sont des cellules mortes parce qu'elles sont loin des vaisseaux. Et donc, comme elles sont mortes, au fur et à mesure, elles deviennent un peu ternes. Donc quand on décape la peau, eh bien, on arrive à avoir des cellules plus fraîches, et en plus, comme elles sont plus près des vaisseaux, il y a un teint plus rose qui apparaît. Donc ces crèmes anti-âge sont en fait des exfoliants ou des choses qui suppriment 1 ou 2 épaisseurs de peau. L'hormone de croissance, elle n'a rien d'anti-âge. C'est simplement ce raisonnement assez absurde de dire c'est l'hormone des jeunes, elle n'existe plus chez les vieux, si on en donne aux vieux, ils vont redevenir jeunes. Ça ne marche pas. La DHEA, ça ne marche pas plus. J'ai vu des vidéos où, par exemple, il y avait des malades qui se servaient d'un ordinateur parce qu'ils étaient gravataires, enfin, ils ne pouvaient pas bouger, et ils arrivaient à commander à l'ordinateur pour avoir des aides, pour boire. Alors je me pose la question, quoi, si c'est l'ordinateur comment ça se passe, quoi. Chez ces personnes qui sont paralysées, on est capable, par un certain nombre de processus d'apprentissage, et en ayant décodé l'activité d'un certain nombre de ces cellules, quand par exemple on bouge la main, eh bien ces cellules fonctionnent de la même manière quand on pense à bouger la main. En tout cas, il y a des zones juste en arrière de ces régions directement motrices qui s'activent pour préparer au mouvement. Et donc, si vous placez un certain nombre d'électrodes à ces endroits-là et que vous apprenez aux gens à penser à bouger leurs mains, quand vous pensez à bouger votre main, vous avez ces cellules qui vont s'activer. Et si le processus de décodage qu'on appelle ces interfaces cerveau-machine est capable d'enregistrer l'activité à cet endroit précis, à ce moment précis, on est capable de le traduire dans le mouvement d'un bras articulé. J'ai vu sur Internet, sur des sites américains,
un projet qui s'appelle le Mind Uploading, c'est-à-dire, d'après ce que j'ai vu, le téléchargement complet d'un cerveau sur Internet ou sur des disques durs. Alors, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Je dirais qu'en tout cas, ils ne parlent pas le même langage que la plupart des neuroscientifiques. Alors après, l'uploading. Écoutez, qu'on soit capable sur un disque dur, quelle que soit la taille du disque dur, de charger une information, bon, c'est pas un problème en soi. Le problème en soi, c'est quelle information et pour en faire quoi. Et c'est une question auquel les transhumanistes ne répondent jamais, parce qu'ils ne peuvent pas répondre. Par contre, il me semble qu'aujourd'hui, elle a largement débordé de ce cadre-là, puisqu'on en donne aux poulets, aux cochons, aux veaux, etc. Et que finalement, nous mangeons tous sans le savoir de l'hormone de croissance. Est-ce qu'elle a vraiment une incidence sur nous? Est-ce qu'il n'y a pas une question d'éthique là aussi? Enfin, est-ce qu'on... Il est clair que pour faire grandir plus vite des animaux, c'est le cas pour les saumons d'élevage, qu'on fait grandir beaucoup plus en mettant de l'hormone de croissance de saumon, pour les poulets en batterie. Quoique maintenant, c'est trop cher l'hormone de croissance, même pour les poulets, tellement ça coûte pas cher le poulet. Donc, voilà, on fait grandir ces animaux plus vite. La qualité gustative et la qualité nutritive de ces aliments s'en ressent. Après, est-ce que c'est une question de santé publique? Est-ce que c'est une question de qualité de l'information du consommateur? Est-ce que c'est une question de... à mettre en balance aussi avec des questions de préservation même de la biosphère. Parce que faut mettre en balance les saumons d'élevage avec le fait qu'on ne peut pas prélever des ressources naturelles. Enfin, le problème des prélèvements, des pêches sur les poissons sauvages qui excèdent les stocks. Le problème de l'équilibre alimentaire, est-ce qu'on mange pas plus qu'on ne devrait manger, etc. Enfin, vous voyez, vous soulevez des questions qui sont des questions globales. Et donc, je crois qu'ensemble, grâce à des associations comme celle qui nous accueille ce soir, on est en train d'en débattre, et en débattant, en essayant d'exposer les problèmes, les avantages et les inconvénients, les éléments positifs et les dérives possibles, nous sommes l'organisme, nous sommes l'organisation qui peut justement mettre le holà à ce genre de choses. Moi, je crois qu'il ne faut pas toujours attendre de choses extérieures à nous-mêmes. Les choses, il faut aussi voir notre responsabilité les uns et les autres. Que pensez-vous de l'avenir de la recherche fondamentale et comment vous pensez réussir à la financer? Moi, je suis un directeur de recherche au CNRS, donc j'ai une activité principale de recherche fondamentale, même si je suis médecin et que je rêverais qu'un certain nombre des découvertes qui sont faites au laboratoire soient appliquées. Et d'ailleurs, je le fais. L'an dernier, mon équipe, on a déposé 3 brevets. Pas tellement pour gagner de l'argent, mais simplement pour permettre de mettre dans le domaine public un certain nombre de molécules et de découvertes pour pouvoir les utiliser. Parce qu'une des questions qui se pose, c'est que des recherches comme les miennes financées sur des deniers publics, il est bien normal qu'à un moment, ça revienne vers des moyens publics. Et donc, c'est l'INSERM qui prend mes brevets, et ensuite, ils arrivent à les valoriser ou pas. Mais moi, je serais très heureux de pouvoir avoir contribué à la découverte de nouveaux procédés de soins pour les malades que je vois par ailleurs à l'hôpital. Donc, je ne veux pas opposer recherche fondamentale et recherche appliquée ou développement thérapeutique ou industrie pharmaceutique. Chacun a son rôle, a sa fonction, et faire un médicament ou faire aujourd'hui un procédé de soin, je trouve ça très très bien si c'est quelque chose qui sert. Si demain une des équipes de mon labo contribue à trouver un moyen de prévenir ou un moyen de traiter la maladie d'Alzheimer, et si un des grands groupes pharmaceutiques français le développe, et en fait, et à la fois un traitement pour les gens, et à la fois une richesse pour notre pays, je trouverais ça formidable. C'est les souches embryonnaires, donc humaines, et la législation, ce que vous expliquez dans votre livre, L'homme réparé, est différente
selon les pays. Donc, est-ce que vous pouvez dire peut-être un mot sur les différentes législations, puisque bon, la science n'est pas logée à la même enseigne partout. Alors, vous savez que dans les procédés de procréation médicalement assistée, parce que la procréation médicalement assistée est un procédé extrêmement inefficace, quand vous avez un couple qui rentre dans un parcours de PMA, il a une chance sur quatre d'arriver au bout de ce parcours 2 ou 3 ans plus tard en ayant un enfant. Dans le processus, on induit une stimulation ovarienne, une superstimulation, de telle façon à ce qu'au lieu d'un ou 2 ou 3 ovules, il y en ait une dizaine qui soient produits, et on va féconder cette dizaine d'ovules avec des spermatozoïdes, et donc on va obtenir, disons, on va dire dans le meilleur des cas, une dizaine d'œufs fécondés in vitro. Alors un œuf fécondé in vitro, c'est quelques centaines de cellules, c'est-à-dire au bout de 4 jours, c'est-à-dire quelque chose que vous ne pouvez voir que dans le microscope. Et parmi cette dizaine d'embryons in vitro, 1 ou 2 va être implanté dans l'utérus de la femme qui souhaite un enfant, parce que c'est un projet d'enfant. Les autres vont être congelés. Si le couple a un enfant, ou s'il renonce à son projet parental, il y a un certain nombre d'embryons qu'on va dire surnuméraires, parce qu'il n'y a plus de projet parental associé. On évalue aujourd'hui en France à peu près 140 000 ce nombre d'embryons surnuméraires, qui sont dans des containers d'azote. Alors au bout de 5 ans, qu'est-ce qu'ils deviennent ces embryons? Ils sont, ils peuvent être donnés à des couples qui demandent à les adopter, c'est très rare, ou ils vont être simplement détruits parce qu'on va décongeler le container, parce qu'on ne peut pas stocker indéfiniment, et donc ils vont disparaître. Dans certains cas, si le couple l'accepte, il peut donner ces embryons surnuméraires à la recherche, et donc on peut à partir de cet embryon surnuméraire prélever ce qu'on appelle la masse cellulaire interne et dériver des cellules souches embryonnaires. Mais là où c'est intéressant sur le plan culturel, c'est que par exemple en Allemagne, eh bien, ce genre de choses est impossible. Pourquoi? Parce que, à cause de l'histoire allemande, à cause de tout ce qui s'est passé dans la période du nazisme, eh bien, il n'y a pas d'embryon surnuméraire. Les médecins qui font de la fécondation in vitro en Allemagne sont obligés ou d'implanter ou de détruire immédiatement les embryons. Donc il ne peut pas y avoir de dérivation de cellules souches embryonnaires en Allemagne parce qu'il n'y a pas d'embryon existant pour le faire. Voilà un élément. Au contraire, en Grande-Bretagne, il y a autorisation de recherche et autorisation de développer ça. Au contraire, en Pologne, interdiction totale, non seulement de toucher à des cellules souches, mais ils ont même cherché à empêcher l'Europe de financer des recherches sur les cellules souches. Pour revenir à la question sur l'épigénétique, donc nous, on cherche à comprendre comment justement une cellule adulte est adulte, et donc, suite aux travaux qu'on avait fait sur les cellules souches et des travaux sur la reprogrammation des cellules qu'on a menés, on a pu voir que des cellules adultes peuvent redevenir souches, et que ce mécanisme de reprogrammation peut participer à l'origine des tumeurs cérébrales. C'est ça qui connecte à cette question des tumeurs cérébrales malignes humaines. Et dans les tumeurs cérébrales malignes humaines, on a aussi identifié des cellules qui ont un caractère souche, c'est-à-dire qui sont à l'origine de la réémergence de la tumeur après certains traitements. Et on essaye de comprendre les mécanismes par lesquels elles acquièrent ces propriétés souches et les perdent. Et ce sont, en tout cas, c'est une des hypothèses du travail du laboratoire, des mécanismes épigénétiques, c'est-à-dire l'extinction, ou au contraire l'allumage de réseaux de gènes. J'ai encore une question sur le brevetage du vivant. Vous avez développé ça, je crois que dans les 2 livres, et c'est très intéressant. Si vous pouvez nous en dire quelque chose. Le brevet, c'est un droit de propriété très bizarre. C'est un droit d'exclure les autres d'un champ d'activité. C'est-à-dire que celui qui a un brevet a le droit d'autoriser ou d'interdire qu'on utilise ce qu'il a trouvé. Et les brevets sur le vivant, c'est quelque chose d'extrêmement récent,
Les brevets sur les médicaments, c'est quelque chose d'extrêmement récent parce que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas de brevet sur les médicaments. On considérait que les médicaments, donner un brevet était donner un label d'efficacité, de qualité à une molécule dont on ne savait pas si elle était vraiment efficace. Donc, très longtemps, les médicaments ou le champ de la santé ont été exclus du champ des brevets. Et puis, dans une sorte de marchandisation générale de la société, c'est apparu et ça s'est développé. Les choses ont été ensuite contestées sur la base même de la brevetabilité, parce que dans la brevetabilité, il faut avoir eu une activité innovante. Et l'activité innovante, c'est qu'aucun homme de l'art n'aurait pu faire la même chose. Il faut qu'il y ait une invention. Il faut que ce soit inventif. Mais c'est aussi une inanité parce que le gène, il peut avoir plusieurs aspects. Donc sur quoi est-ce qu'on prend un droit ? Au moment où ces gènes ont été brevetés, où beaucoup de ces gènes ont été brevetés, on ne savait même pas à quoi ils servaient. Il y a eu une tentative pour breveter tout le génome au tournant des années 90. Donc on brevetait l'ignorance. Et puis tous ces mécanismes épigénétiques dont je viens de parler, ils n'étaient pas connus. Or, par le système, alors qui a changé plus récemment, tout était couvert par cette brevetabilité. Enfin, pour aller vite, cette brevetabilité pose beaucoup plus de problèmes à l'innovation thérapeutique et au droit à la connaissance du monde réel tel qu'il existe qu'elle n'en résout. Je me demandais en fait quelle était votre opinion par rapport à la mouvance de l'open access dans le milieu scientifique, bien sûr, et comment vous voyez la chose quand, selon moi, il me semble que justement, comme on disait tout à l'heure, il y avait de moins en moins de financement public et de plus en plus de financement privé. Et vous parliez aussi d'1 an de délai tout à l'heure. La question fondamentale, c'est quel est le coût. Alors, il y a des sites open access où les bandeaux publicitaires payent l'accès gratuit, entre guillemets, à l'information, mais nous, on n'a pas ça, donc on est obligé de faire payer un abonnement. Le rapport, c'est manipulation génétique. Ouais. Ce qu'on fait avec l'ADN, les manipulations qu'on fait avec le maïs, avec certains... Ouais. Mais là où vous prenez les choses d'une façon tout de suite orientée dans votre question, c'est ce terme de manipulation. Quand je cherche à analyser un gène au laboratoire, je sors ce gène ou la partie qui m'intéresse de ce gène de son environnement. Donc je fais un clonage, je le place dans un autre environnement. Pour étudier un gène dans des conditions in vivo, par exemple, on a au laboratoire des dizaines de lignées de souris transgéniques qui surexpriment un gène ou qui, au contraire, ont ce gène inactivé. Donc, on a modifié le génome de ces souris pour permettre de voir à quoi sert dans le cerveau, dans le cœur, dans le rein, tel ou tel gène, ou telle protéine, ou telle molécule, en ayant des animaux dans lesquels ce gène est exprimé en plus grande quantité, la protéine est exprimée en plus grande quantité, ou ce gène n'est pas exprimé. Donc ça, vous voyez, c'est des objets de recherche. Le fait d'être capable, à certains moments, de comprendre le fonctionnement de certains gènes et de contrôler l'expression de ces gènes dans un certain environnement peut avoir des applications positives en termes, par exemple, de procédés thérapeutiques. Il y a effectivement des problèmes liés à l'environnement de transfert horizontal des gènes, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis une toxine pour lutter contre un parasite, la pyrale du maïs par exemple, il y a le risque de voir ce gène mobile, se déplacer. J'ai parlé tout à l'heure du fait que le génome était tout sauf fixé. Effectivement, le génome est dynamique. Même pour nous, au cours du développement, on sait maintenant que dans nos cellules, certains gènes changent de place au cours de notre propre développement. Donc, on appelle des éléments de transposition. Et puis, on a longtemps cru que l'arbre de la vie était un arbre vertical, comme un arbre, avec le tronc et puis des branches et tout. Et on se rend compte que dans n'importe quel génome, on a environ 20% des gènes qui sont liés à des transferts horizontaux. C'est-à-dire que
on a hérité des bactéries, on a hérité des virus, on a hérité beaucoup de gènes qui sont transférés, non pas de nos ancêtres, mais qu'on a récupérés, par exemple, des virus qui se sont intégrés au génome humain, et peut-être certaines évolutions au cours des primates ou au cours de l'évolution sont liées à ces transferts de gènes qu'on comprend et qu'on reconnaît aujourd'hui. Donc c'est lié à l'instabilité de notre génome parce qu'il est dynamique. Et c'est d'autant plus compliqué que dans ces organismes qui sont souvent des génomes énormes, le blé, c'est le génome du blé, c'est, je ne sais plus si c'est 10 ou 100 fois le génome humain. C'est un grain de blé, ça a un génome bien plus grand que nous. Et donc, on n'en connaît pas bien les éléments de stabilité et d'instabilité. Donc, quand on transfère un gène dedans, si on ne sait pas où on le transfère, enfin, ces compagnies souvent ne savent pas où ils le transfèrent. Ils sélectionnent parce que ça pousse mieux, ça pousse plus haut, plus bas, etc. Mais ils ne savent pas où ils le transfèrent. Et il y a des problèmes de stabilité de ces transferts. D'où le fait en général aussi qu'ils rendent ces graines stériles par des raisons de sécurité, c'est-à-dire pour empêcher qu'il puisse y avoir réensemencement et donc possibilité ensuite de transfert. Donc finalement, c'est à la fois une façon de bloquer le marché et une façon d'assurer certaines sécurités. Donc, les OGM, c'est une question assez globale qui ne touche pas que la biologie et que la génétique. Et qui peut avoir, comme j'ai donné quelques exemples, des côtés positifs ou des côtés qui peuvent être critiques. On ne peut pas jouer aux apprentis sorciers comme ça, parce qu'on ne peut pas se focaliser sur un élément de la question. Par exemple, tout à l'heure, le modafinil, on est réveillé plus longtemps, donc c'est mieux pour travailler, et oublier tout le reste, qui dit, mais si on est réveillé plus longtemps pour travailler, c'est pour être plus performant, le sommes-nous réellement dans des tâches réellement complexes? Et la réponse finalement est non. Donc tout ça est vain. En tout cas, dans l'état actuel de nos connaissances. Alors, on verra dans 200 ou 300 ans, peut-être que si la vidéo qui est tournée ce soir est visionnée par des historiens de l'année 2326, ils seront roulés par terre de rire aux bêtises que je suis en train de vous dire. Un grand merci à Hervé Schneewes.